La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie. Michel Delbrouck, chapitre 4, suite de la lecture au point 3. Donc le point 3, écouter en médecine et en psychothérapie. Petite citation de Lao Tse. Les hommes qui disent quelque chose ne sont pas nombreux. Ceux qui écoutent sont encore plus rares. Écouter, c'est accepter de se laisser transformer. Et petite citation de Theodor Reich. Si on veut être entendu, il faut chuchoter. Le mode d'écoute en médecine est-il différent de l'écoute psychothérapeutique et ou psychanalytique? Oui et non. Nous pensons qu'il y a des divergences assez nettes et des points communs assez semblables. Le niveau d'écoute pourrait être différent. Cela nous paraît normal car les demandes à la base sont nettement différentes. Cependant, la formation du soignant médecin et du psychothérapeute se doit d'avoir été nourrie d'un enseignement à ces différents types d'écoute, et cela dans les deux sens. Que l'analyste comprenne comment le médecin écoute est tout aussi nécessaire que le médecin comprenne comment le patient est écouté par son analyste. Écouter en médecine n'est pas écouter en psychothérapie et en psychanalyse. Précédemment, nous avons décomposé ensemble ce que pouvait être l'écoute active du patient. Si nous allons plus loin dans l'analyse de l'écoute, nous verrons qu'elle peut se décliner de diverses façons. Les auteurs utilisent chacun leur manière d'entrevoir cette écoute et nous parlent de double écoute, de troisième oreille, d'écoute au-delà du symptôme, d'écoute au-delà des mots, d'attention flottante, d'écoute inconditionnelle, d'écoute retenue. Nous évoquerons également ce besoin irrésistible d'intervenir tout de suite, propre au métier d'action que sont la médecine d'urgence et dans une certaine mesure la médecine générale et spécialisée. 3.1 Le premier entretien en médecine et ou en psychothérapie. Le premier entretien permet une prise de contact mutuelle. Un climat d'ouverture et d'accueil nous paraît important. Le patient, tant en médecine qu'en psychothérapie, se sent souvent démuni, mal à l'aise et se retrouve en position basse. Au soignant à ne pas se placer en position haute. Nous rappelons ici la distinction que nous faisions quant au type d'intervention, à savoir, sommes-nous dans une relation de contention, urgence-suicide, dans une relation d'évaluation, orientation-conseil, ou dans une relation thérapeutique, de l'ordre d'une demande de prise en charge. Cette séance représente un accueil de la plainte physique ou psychique et un recueil d'informations, c'est-à-dire l'anamnèse. La future alliance thérapeutique va se jouer dès les premières minutes de l'entretien. Le soignant est-il réellement à l'écoute, présent au niveau intellectuel et émotionnel? Son discours est-il froid, distant, uniquement scientifique? Se présenter au patient et lui expliquer notre manière de fonctionner lui permettra de vérifier et de se positionner d'emblée face à nous, notamment en fonction des horaires, des fréquences, des durées, du coût des séances, du cadre, de la question des absences, des retards, des modes d'interruption ou de fin de thérapie. Il nous paraît essentiel qu'au sortir de l'entretien, une ébauche de dossier puisse contenir les informations administratives précises. Nom, prénom, adresse, téléphone, profession, nom du médecin traitant. L'énoncé de la plainte ou de la demande, les éventuelles hospitalisations, les éventuelles interventions chirurgicales et ou traitements médicamenteux en cours, le recours à des psychothérapies antérieures et les raisons éventuelles
des changements ou des échecs. La situation sociale, entre parenthèses, seul, en couple, en communauté, au chômage, en invalidité, problème d'endettement, etc. Il nous semble opportun de vérifier lors de ces premiers entretiens si le patient se sent bien à l'aise et s'il comprend bien nos questions. Cela permet déjà de se réajuster avant d'attendre la fin de l'entretien et de vérifier l'état émotionnel et la capacité de compréhension cognitive éventuelle. L'évaluation de la présence d'idéation suicidaire fera également partie du contenu du premier entretien, surtout si la symptomatologie est dépressive ou s'il y a suspicion d'un trouble important de la personnalité. Nous avons vu comment la capacité d'observation et de calibration du soignant vont lui permettre d'obtenir une foule de renseignements au niveau émotionnel et corporel. En fin d'entretien, demandez au patient comment il a vécu l'entretien et ce qu'il envisage de faire nous paraît utile. Souhaitez-vous reprendre un rendez-vous? Avez-vous envie de poursuivre avec moi? Souhaitez-vous un temps de réflexion? Les premiers mots du patient. Les premiers mots du patient, tant en psychothérapie qu'en médecine, revêtent une importance essentielle. Ils contiennent souvent, mais pas toujours, l'essentiel du message que le client veut faire passer à son soignant. Nous savons que, parfois, il a attendu longtemps avant d'avoir son rendez-vous. Il lui a fallu beaucoup de courage pour se décider enfin à consulter. Il a contenu en lui longtemps son problème, les mots qu'il allait prononcer, la manière dont il allait débuter l'entretien, comment il allait les dire ou les annoncer. Parfois, il sent qu'il y a quelque chose d'important en lui, mais il est incapable de se le dire, et même d'en avoir conscience. Et lorsqu'il se décide, une charge émotionnelle importante l'étreint et l'empêche de s'exprimer correctement. En laissant du silence, le thérapeute va permettre au patient de combler ce vide. En analyse, la chaîne d'idées ou d'associations libres est encouragée. Par contre, si cette retenue silencieuse du soignant déstabilise le patient, il sera nécessaire d'aller vers lui et de soutenir ce qu'il a à nous partager, à nous demander, etc. Cela veut donc dire que les premiers instants de l'entretien vont venir colorer immédiatement le type de rapport à l'autre au sein de la consultation. Donc cela veut dire que les premiers instants de l'entretien vont venir colorer immédiatement le type de rapport à l'autre au sein de la consultation. Quel type d'entretien, quel type d'attente le patient a-t-il vis-à-vis de son soignant? Quel type d'attente le patient a-t-il vis-à-vis de son soignant? En psychothérapie comme en psychanalyse, le fait que le patient prononce à voix haute ses pensées peut provoquer chez lui une émotion, un insight important. Non seulement il s'entend prononcer ses paroles, mais quelqu'un les entend et en est le témoin. Il pourrait même en être effrayé et ou soulagé. Or, parfois, le soignant, lui, n'est pas nécessairement encore branché, entre guillemets, sur son patient. Parfois, il est encore préoccupé avec la problématique du patient précédent ou déjà inquiet par le patient suivant. Dans certains cas, le soignant n'est même pas prêt à l'entendre ou à l'écouter du fait du stress, de la fatigue, de préoccupations trop difficiles émotionnellement privées ou professionnelles, etc. L'importance, tant en médecine qu'en psychothérapie, d'être très attentif à l'émergence de ce qui est partagé d'emblée par le patient, va bien au contraire aider non seulement le patient, mais également le soignant. Dès les premières phrases prononcées, faire expliciter encore mieux la demande, les besoins du moment, les questions qui le préoccupent, va permettre d'établir un état des lieux du moment. Pris par l'émotion, le patient oublie ce qu'il avait à nous dire. L'encourager par quelques questions larges
permet d'élargir le champ des investigations et de ne pas laisser en suspens de profondes inquiétudes, de timides souhaits ou des désaccords non exprimés. Le soignant évite ainsi le syndrome du bouton de porte qui survient en fin d'entretien, ou, par manque d'investigation du début d'entretien, il nous livre des éléments importants en nous quittant. Entre parenthèses, ma mère est décédée il y a 3 jours, mon conjoint m'a quitté, je n'ai plus d'argent, je ne reviendrai plus, etc. Ces situations sont particulièrement fréquentes avec nos patients alexithymiques et psychosomatiques, avec les timides, les phobiques sociaux, etc. 3.2 L'écoute. Martin Winkler remarque que le code de déontologie de l'Ordre des médecins de France accorde la même importance à la compétence technique et au devoir d'écoute, de conseil et de soutien. En effet, il stipule dans son article 7 que le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à son égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. Implication de l'écoute. Écouter implique de la disponibilité ainsi que la gestion de ses limites de temps et d'acceptation de ses propres affects. Nous avons vu qu'écouter se fait avec empathie, mais avec le risque d'une contagion émotionnelle. Cela nécessite de la part du soignant de contenir et canaliser ses affects en s'en distançant suffisamment. S'impliquer nécessite le respect profond de l'autonomie et du contenu de ses croyances et de ses priorités. Par ailleurs, il est des situations où écouter met à mal le soignant, lorsqu'il s'agit d'accueillir la destructivité et la dissociation présentes chez certains de nos patients en grande détresse psychique. Le soignant peut être blessé lors d'attaques de patients. Il aura à reconnaître l'aspect persécutoire de ce type de patient. Placer un cadre externe et renforcer son cadre interne sera alors tout à fait indispensable. Nous développons la question du cadre au chapitre 8. 3.3 Les obstacles à l'écoute. Contrairement à la posture du psychothérapeute ou du psychanalyste, les médecins ne sont pas dans une attitude neutre et non directive. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui leur est demandé. Néanmoins, une écoute efficace, chaleureuse et empathique est indispensable pour comprendre ce que vit et ressent le patient. Diverses attitudes, souvent inconscientes, pourraient se révéler être des obstacles à une bonne écoute de la plainte. 3.3.1 Rassurer trop vite. Prodiguer rapidement des paroles rassurantes et apaisantes ne permet parfois pas de mesurer l'intensité de l'inquiétude et de l'angoisse du patient et faire courir le risque qu'il se replie dans sa solitude. 3.3.2 Moraliser, juger ou blâmer. Stimuler, secouer, exhorter au courage la personne déprimée ou souffrante empêche le patient de s'exprimer, de prendre suffisamment de recul par rapport à sa plainte. Pressé, il peut se sentir jugé, évalué et sans possibilité de ressources. Les hommes qui, socialement, n'ont pas la possibilité de se plaindre et d'accéder à leurs émotions seront renforcés dans une attitude de contention silencieuse de leurs affects. 3.3.3
Conseiller et donner des solutions. Le soignant, avec sa fonction apostolique, va souvent avoir tendance, devant le désarroi et la souffrance de son patient, à donner des conseils et à trouver des solutions pragmatiques. Celui-ci peut le vivre comme une position de toute puissance de la part de son soignant. Mieux écouter permet de connaître les difficultés rencontrées par le patient, les obstacles propres à sa situation de vie, ses réticences, ses colères, son sentiment d'injustice ou d'absurdité devant la maladie, etc. D'autres pistes peuvent alors émerger en comprenant l'existence de processus répétitifs et les enjeux consciemment ou inconsciemment enfouis. 3.3.4 Consoler trop vite. Consoler trop vite ne permet pas de mesurer l'importance de la tristesse présente et passée, des multiples deuils non résolus, des renoncements inconscients enterrés. L'accès au désespoir profond, à la désespérance de la personne, va aider le patient à la découvrir, à en prendre conscience, et au soignant à en évaluer la gravité pour adapter sa thérapeutique. 3.3.5 Argumenter ou raisonner trop vite. Il n'y a pas de changement profond, disait Freud, sans passer par l'émotionnel. La rationalité du soignant est souvent un moyen de défense ou une protection face à cette douleur. De toute façon, le patient en plein dans ses affects n'a pas d'oreille pour entendre ni écouter le discours intellectuel ou les arguments scientifiques prodigués par son soignant. Se rendre compte que le patient n'écoute pas et n'entend pas est essentiel au niveau de la compliance. Accorder du temps à accepter l'émotion ou le déni permet dans un second temps d'en gagner. 3.3.6 Esquiver ou dévier. Il n'y a pas que les patients qui dévient ou fuient la réalité de la maladie ou de la souffrance physique ou psychique. Parfois, par fatigue, parce qu'il est lui-même préoccupé par des soucis personnels ou par l'impact émotionnel de la peine du patient, le soignant a tendance à dédramatiser trop vite ou à se distancer de ce qui se passe, en empruntant d'autres voies ou en orientant autrement le débat en cours avec le patient. Donc parfois, par fatigue, parce qu'il est lui-même préoccupé par des soucis personnels ou par l'impact émotionnel de la peine du patient, le soignant a tendance à dédramatiser trop vite ou à se distancer de ce qui se passe, en empruntant d'autres voies ou en orientant autrement le débat en cours avec le patient. 3.3.7 Questionner ou enquêter. Comme pour l'évitement par l'abord d'un autre sujet, le questionnement permet aussi au soignant d'endiguer sa propre peur et empêche ainsi l'expression des émotions du patient. Il est vrai que l'impuissance du praticien ou du psychothérapeute devant certains types de souffrances le laisse sans mots, et il n'a que le silence habité de sa présence, son être là, à offrir à ce moment. Donc il est vrai que l'impuissance du praticien ou du psychothérapeute devant certains types de souffrances le laisse sans mots, et il n'a que le silence qui est habité par sa présence, par son être là, qui est à offrir à ce moment. 3.3.8 Agir et trouver des solutions. Agir rassure le soignant et sans doute aussi le patient, mais l'écoute permet de calmer plus longuement le patient de son angoisse. 3.3.9 Catégoriser. Labelliser ou enfermer le patient dans des catégories nosologiques rassure souvent le soignant et parfois le patient. Évoquer plusieurs hypothèses diagnostiques ouvre à la discussion et n'enferme pas le patient dans un diagnostic dont parfois il ne pourra plus sortir. Ouvrir les guillemets, vous êtes hystérique,
fibromyalgique, paranoïaque, cardiaque, insuffisant rénal, fermez les guillemets. Même s'il y a de la vérité dans ces formulations, elles peuvent être enfermantes et blessantes, car peu nuancées et surtout non contextualisées. Pouvoir en sortir et trouver les ressources internes chez le patient avec l'aide de son soignant serait certes meilleur. 3.4 Le besoin irrépressible d'intervenir tout de suite. Nous avons à mettre en garde le soignant afin qu'il ne fige pas le processus psychothérapeutique ou le diagnostic médical dans les premiers instants de l'entretien, en intervenant trop vite, en débutant avec un flot de questions trop précises. Le chapelet de questions précises et fermées, dont la réponse est oui ou non, aura plus tendance à bloquer ou figer le processus en suscitant soumission, peur ou rébellion chez le patient. Les premiers échanges vont colorer et influencer le reste de l'entretien, et même le processus global de prise en charge du patient. Nous lui proposerions de se taire et d'accueillir le patient par une invite à parler, et ou par un geste d'ouverture, en donnant la parole au patient, de façon à ce que lui-même puisse se concentrer, percevoir et noter les toutes premières paroles du patient. Une des critiques les plus fréquentes que l'on évoque, tant chez les étudiants stagiaires en médecine qu'en formation de psychothérapeute, est qu'ils se lancent trop vite dans l'interrogatoire et ne laissent pas assez de temps au patient pour expliciter sa plainte. 3.4.1 Risque de mauvaise écoute en médecine et en psychothérapie. La sélection des éléments anamnestiques se fait souvent de manière inconsciente, et parfois consciente, en relation avec des éléments personnels de l'histoire du médecin ou du psychothérapeute. L'émergence d'hypothèses diagnostiques ou psychopathologiques apparaît la plupart du temps après quelques minutes d'entretien. Le reste de la consultation servira bien souvent à confirmer les hypothèses émises au début de la rencontre. Là aussi, ce comportement est contre-transférentiel, alors que d'autres éléments récoltés en cours d'entretien pourraient infirmer ces premières suppositions. Parfois omnubilé par sa propre angoisse, le psychothérapeute ou le médecin occulte le bon diagnostic, ou l'élément capital, tellement il est préoccupé par sa propre piste diagnostique, sa préoccupation du moment, ses réflexions, ses intérêts scientifiques particuliers, ses théories personnelles sur le sujet, ses propres valeurs morales, ses soucis personnels ou les résonances personnelles qu'éveillent les dires du patient. Les situations en entretien psychothérapeutique et en examen médical divergent, mais le même respect dans la démarche diagnostique et scientifique consiste à ne tenir compte que des éléments présentés par le client, le patient ou la nature. En médecine, la peur des pathologies cardiaques peut être très présente chez le médecin. Il peut l'appréhender et décider consciemment d'investiguer d'autres pistes en mettant son cortex aux commandes. En effet, si le médecin est angoissé, car son père est cardiaque, il pourrait rester omnubilé par les symptômes cardiaques qu'il voudra dépister à tout prix et s'aveugler inconsciemment, délaissant les pistes œsophagiennes, pulmonaires, psychologiques, pleurales, etc. Sa compétence de médecin est de balayer de manière large tout l'éventail d'hypothèses diagnostiques, sans vouloir à tout prix trouver l'explication, le diagnostic, le phénomène physique, avant même d'avoir tout exploré. Notre expérience clinique nous a appris à bien écouter les plaintes du patient, même s'il n'y connaît rien en médecine. Il connaît au moins son propre corps. Cette écoute attentive des plaintes est notamment essentielle lorsque nous avons des mamans qui viennent parler de leurs angoisses face à la souffrance de leur nourrisson
ou de leurs enfants. Elles ont une compétence que nous n'avons pas. Elles connaissent bien leurs petits et ne sont pas toutes des mères hypocondriaques, hystériques ou autres. En psychothérapie, la difficulté sera de discerner ce qu'il y a derrière les mots, les attitudes du patient, non en relation avec ce que le psychothérapeute pense, conçoit, mais avec ce qui appartient au modèle du monde de l'autre, c'est-à-dire le monde du patient. Qu'est-ce qui pourrait encore se révéler chez l'autre qui n'est pas encore à sa conscience? Qu'est-ce qui pourrait encore se révéler chez l'autre qui n'est pas encore à sa conscience? Nous n'avons pas à le provoquer, ni à lui proposer des ou nos pistes, ni à orienter sa recherche dans l'un ou l'autre sens. Cette position mérite des nuances en fonction de différents paramètres que nous développerons plus loin. Cependant, il nous semble opportun de prendre le temps de laisser émerger, à son rythme et à sa conscience, sa propre réalité avec ses propres vécus, ses propres émotions, sa façon de les avoir vécues et sa façon de les raconter. Tout au plus, pourrions-nous ouvrir des espaces de réflexion, laisser entrevoir qu'il existerait d'autres modes de compréhension, d'autres manières de solutionner les problématiques sans en exposer les aboutissements. Il pourrait s'agir de subtils abus que de devancer sous prétexte d'aider. Parlerions-nous de viol intellectuel, de maintien en position haute du psychothérapeute et en position basse du patient, ou l'inverse en cas de scénario de vie destructeur-victime du thérapeute? Pour Madame Suzanne Wolff, tout au long de la thérapie, notre capacité à entendre, à tempérer, signifie au patient que tout n'est jamais dit, mais qu'il reste toujours du latent et des non-dits derrière les mots énoncés. Cette position d'attente et d'écoute constitue une garantie pour que l'analyste et le patient ne tombent pas trop vite d'accord sur ce qui serait vraiment le problème du patient, voire ses émotions. Nous savons que tout conflit ou émotion est surdéterminé. Derrière chaque émotion exprimée, peuvent se cacher des affects et des images inconscientes. C'est la raison pour laquelle une empathie active envers le patient a pour effet de passer bien souvent à côté du conflit inconscient. Les interventions du psychothérapeute ou de l'analyste ont inévitablement l'inconvénient d'interrompre les associations libres du patient et d'empêcher l'apparition de nouvelles significations. Bien entendu, nous ne pouvons écarter l'arrivée à notre conscience du contenu de nos propres angoisses. Le danger est simplement de ne pas en être conscient et d'agir sans s'en rendre compte. 3.5 Les raisons de ce besoin d'intervenir tout de suite. Louis Timbal Duclos a repéré 10 raisons principales à ce besoin irrépressible d'intervenir tout de suite. 1. Le besoin de rectifier les erreurs. La discussion risque de se cristalliser sur ce point au détriment du problème de fond. 2. Se protéger de l'affectif. On supporte généralement mal dans un groupe tout ce qui ressort de la colère, de la séduction, de la peur, de l'agressivité. 3. Donner des conseils personnels. C'est rarement ce que l'interlocuteur cherche et cela bloque la discussion. 4. Dicter des solutions. Pour aller plus vite, on donne sa solution au problème et on n'écoute pas jusqu'au bout la personne. 5. Porter des jugements. Au nom de certaines valeurs ou d'une morale, nous nous plaçons en juge et dévalorisons ainsi notre interlocuteur. Il se sent infériorisé et a de la peine à poursuivre son intervention.
6. Laisser libre cours à sa curiosité. On interrompt l'interlocuteur pour le lancer sur des détails ou des sujets annexes, et il risque de s'y perdre. 7. Se rappeler des souvenirs. Ce qui est dit nous rappelle des souvenirs et nous en profitons pour les raconter, au détriment de l'interlocuteur. 8. Émettre des diagnostics. Par le biais d'une analyse sauvage, on démontre les tenants et les aboutissants, les raisons cachées, les non-dits, ce qui ne manque pas de créer des blocages lorsque cela est fait de manière péremptoire. Entre guillemets, moi je sais. 9. Noyer le problème dans les bons sentiments. On veut apaiser l'atmosphère, on se veut conciliant, réconfortant, tout en noyant le problème. Ni vu ni connu, tout va bien. Et enfin le point 10, présenter notre point de vue. Il nous tarde de dire, nous aussi, notre point de vue. L'interlocuteur, ainsi interrompu, peut ne pas bien nous écouter et prendre ce point de vue pour une contradiction. Donc, je reprends les 10 raisons principales au besoin irrépressible d'intervenir tout de suite. Donc, le besoin de rectifier les erreurs, se protéger de l'affectif, donner des conseils personnels, dicter des solutions, porter des jugements, laisser libre cours à sa curiosité, se rappeler des souvenirs, émettre des diagnostics, noyer le problème dans les bons sentiments, et enfin présenter notre point de vue. Pourquoi sommes-nous souvent amenés à trop parler ? Theodor Reich, déjà en 1948, avait fait la même expérience. Ouvrir les guillemets, mon expérience m'a montré que, après la phase initiale de l'analyse, pendant laquelle nous prenons connaissance de la personnalité du patient, de ses vécus, de ses conflits, symptômes, inhibitions et angoisses, suit souvent un temps de confusion et d'insécurité, une sorte de vide chaotique. Nous péchons en nos troubles et ne pouvons pas voir où nous allons. Nous ne sommes pas seulement confus et désemparés, mais facilement impatients et peut-être même un peu angoissés, même si nous arrivons à camoufler ces sentiments silencieux. Nous sommes impatients face à l'analysant parce que nous sommes impatients nous-mêmes. Pourquoi se comporte-t-il de façon si irraisonnable ? Pourquoi s'enfuit-il dans ses symptômes névrotiques au lieu de regarder la réalité en face et de surpasser ses difficultés comme un adulte le ferait ? Pourquoi ces idiosyncrasies et bizarreries, ces angoisses superflues, ces pensées torturantes, ces phobies et ces obsessions ? Quel gâchis d'énergie émotionnelle et intellectuelle qui pourrait être bien mieux utilisé. Nous ne le comprenons pas et devenons impatients. Nous sommes dans l'incertitude et bien loin de connaître les réponses. Notre sympathie initiale pour le patient semble être mise en danger tellement nous aspirons à le comprendre. Ainsi que le fait remarquer Timbal Duclos, ces réactions peuvent être tout à fait justifiées. Leur seul tort est d'être prématurés et par là même de mettre en danger la communication et l'écoute. Il propose 3 attitudes permettant une écoute active, c'est-à-dire participative et attentive. Alors 3 petits tirets. Savoir garder le silence. Laisser l'interlocuteur aller jusqu'au bout, quoi qu'il dise. Être tolérant. Rester neutre, ne pas montrer son agacement ou son étonnement si l'interlocuteur se contredit ou s'il est illogique. Se montrer bienveillant, écouter avec un intérêt véritable, montrer qu'on écoute attentivement et qu'on veut comprendre notre interlocuteur. Donc savoir garder le silence, être tolérant et se montrer bienveillant. 3.6
difficulté à écouter pour le soignant. Il arrive au soignant d'être las, fatigué, angoissé, heureux, peiné, vivant à côté des hommes et parmi les hommes, et non en dehors d'eux, déshumanisé, désincarné, comme vivant sur une autre planète. Tout en restant professionnel et en gardant la distance thérapeutique de manière à ne pas mélanger les territoires émotionnels, intellectuels, familiales, etc., vous recevrez parfois un coup de fil en pleine consultation où on vous annonce des résultats de laboratoire catastrophiques. La confirmation anatomopathologique d'un diagnostic de cancer, le suicide d'un de vos patients, l'annonce que votre enfant vient de faire une chute, etc. Dans certains cas, il conviendra de préciser au patient certains faits, sous réserve bien entendu de la confidentialité des données. Comme de préciser au client suivant, ouvrir les guillemets, je viens de vivre un moment difficile, ou je me sens un peu fatigué, ou je viens de recevoir un coup de fil éprouvant. Fermez les guillemets. Et ce, afin que le client fasse la part des choses. Parce que de toute façon, il se rendra compte que quelque chose a changé dans l'attitude de son soignant. Lui dire quelques mots lui permettra d'être certain qu'il n'est pour rien dans le processus en cours et que son soignant est un humain parmi les humains. Une manière encore plus écologique serait de prévoir un espace-temps entre deux consultations. Parfois même, il conviendra de prendre un temps de pause plus conséquent après certaines consultations plus éprouvantes. Absorber une tasse de café, changer de position, faire un petit tour au jardin, dire un mot ou blaguer avec les confrères, se plonger dans la lecture d'un article, donner un coup de téléphone, goûter un temps de silence en voiture entre deux visites à domicile. Tous ces comportements peuvent nous déconnecter émotionnellement du patient précédent afin de nous rendre plus disponibles pour le suivant. Tous ces comportements peuvent nous déconnecter émotionnellement du patient précédent afin de nous rendre plus disponibles pour le suivant. Être disponible pour chacun et chacune, considérer chaque client même. Être disponible pour chacun et chacune. Considérez chaque client, même s'il venait depuis très longtemps chez vous, comme le premier de notre journée, ou comme celui que l'on revoit après un mois de vacances, notre esprit étant libre et dégagé, notre corps reposé et notre attention centrée sur le prochain patient. Rêve utopique et ou éthique du soin, comme considérer l'autre comme un martien, comme un petit homme vert, venu d'une autre planète, que l'on entrevoit pour la première fois, dont on découvre le monde et la langue inconnue. Ne pas enfermer l'autre dans ce qu'il a déjà peut-être dit et répété et qu'il dira un peu différemment aujourd'hui. Entre parenthèses, mince porte ouverte au changement tant attendu en vain depuis des années. Mince tentative désespérée ou non de la part du patient d'oser entrevoir un étroit filet de lumière dans son univers sombre et monotone. .7 Place de l'informatique dans la consultation médicale. 3.7.1 Introduction. Dans les années 1980, le docteur Marc Jamouille écrivait à ce propos. Introduire l'informatique dans une relation humaine est un jeu dangereux. La déshumanisation des rapports sociaux et la rupture de communication sont une caractéristique de notre société nord-occidentale. Le cabinet de médecine générale est un des lieux privilégiés de la parole secrète, de l'éclosion de la confiance, un refuge de la parole. La parole souffrante, mal de vivre, mal-être, mal à dire, ne peut s'encombrer de machines et de technologies. La sophistication technologique et l'industrialisation de la médecine ont déjà enlevé toute voix aux malades.
L'introduction de la micro-informatique dans le bureau médical pourrait le paralyser complètement dans sa démarche consciente sur la vie. La centralisation et la disponibilité rapide d'un nombre considérable d'informations peut être un danger important pour le secret médical, secret du malade. L'informatique permet en effet une concentration des données sociales, économiques, médicales, juridiques dans un espace-temps réduit et rapidement accessible. Une utilisation inadéquate de ces systèmes informatiques peut présenter une atteinte non négligeable à la liberté individuelle. Cependant, ajoute-t-il, l'outil informatique peut être un instrument de gestion, d'organisation et de contrôle de l'activité médicale, tellement puissant qu'il serait peu adéquat de s'en passer par simple peur de l'utiliser. Plus récemment, en 2016, le New England Journal of Medicine, dans son éditorial, dénonce le dérapage du dossier médical électronique, devenu l'instrument de base de mesure de la durée et de la standardisation du contenu de la relation médecin-patient en quête d'une seule manière optimale. L'ordinateur peut faire écran entre les deux protagonistes de la relation médecin-malade, alors que la gestion scientifique devait par ailleurs, à travers l'augmentation de l'efficacité et de la standardisation, non seulement fournir un meilleur produit à moindre coût, mais également laisser plus de temps libre au personnel soignant pour profiter de la vie. Nous constatons qu'il en est autrement et que la charge administrative et l'informatisation augmente la charge de travail et absorbe un temps considérable au détriment du patient. Nous allons tenter de réfléchir de manière pondérée sur les avantages et les inconvénients de la place de l'informatique dans notre système de santé, et plus particulièrement au sein de la consultation médicale, qui est un lieu privilégié de la rencontre soignant-soigné, et comment la relation thérapeutique pourrait être malmenée par la triangulation due à la présence de l'outil informatique. Serait-on passé de l'art de guérir à l'évidence based médecine ? Point d'interrogation. D'une médecine science exacte et technologique à l'oubli de son caractère humain ? Qu'est-ce qui est premier ? Les examens techniques, les statistiques, les preuves médicales, les guidelines ou l'accueil de la souffrance ? L'anamnèse ouverte et puis ciblée, suivie d'un examen clinique soigneux, respectueux et orienté vers la plainte, le tout empreint d'empathie et de sollicitude. Donc, qu'est-ce qui est premier entre les examens techniques, entre tout ce qui est technique et ce qui est humain? Alors, la place de l'informatique soulève la question de la fracture économique, sociale, culturelle et générationnelle et du potentiel d'exclusion qui découle de la possession ou non de cet outil. La qualité de la communication entre les patients et les professionnels de santé est un facteur clé de la qualité des soins. Des études récentes et plus anciennes montrent qu'un nombre significatif de patients souhaitent accéder à davantage d'informations dans le dessein d'obtenir l'opinion de leur médecin et, plus généralement, de mieux communiquer avec leurs praticiens. Des moyens électroniques sont désormais disponibles, notamment l'information de santé en ligne et les services de messagerie électronique, y compris sécurisés entre patients et professionnels. D'une façon plus globale, étudier la communication médecin-patient par Internet confirme inévitablement les insuffisances de la communication médecin-patient en général. La décision de la stratégie de communication entre médecin et patient appartient au couple entre guillemets et non pas à l'un des deux seuls. 3.7.2 Réflexion globale. En préambule, il a été prouvé que la qualité de la relation entre le médecin et ses malades influe directement sur le résultat de la consultation
en termes d'alliance thérapeutique et de compliance au traitement. L'utilité et l'utilisation de l'informatique nécessitent une saine vigilance à maintenir au sein de la consultation et du soin global de la personne un niveau de confidentialité, de convivialité et d'humanité. Bien entendu, la manière dont l'outil informatique sera utilisé est propre à chaque médecin. Au-delà des contraintes administratives et légales, le médecin gardera sa liberté de penser et ses compétences scientifiques, nourries d'une intuition et d'une expérience clinique acquise par le contact avec ses pairs, et notamment avec ses aînés. Le risque de dérapage en matière de secret médical et de secret professionnel partagé est également présent au sein des consultations médicales non informatisées, mais la bureautique l'exacerbe en ce qu'elle rend la circulation de l'information plus aisée. En effet, des dérives sont possibles, aujourd'hui et dans le futur, au niveau de la confidentialité des données personnelles de nos patients, à travers la gestion, l'utilisation et le transfert des données de santé et de la généralisation de l'informatisation du dossier médical. Le soignant aura à faire la différence entre ce qui doit être noté dans le dossier et ce qui est personnel. Ce besoin d'intimité et de sécurité nous renvoie à la question de l'intime développée dans cet ouvrage. L'accès du patient à son propre dossier se pose. Comme pour le dossier du psychiatre au contenu essentiellement confidentiel, même vis-à-vis des autres médecins, le patient a le droit de demander que son médecin n'en parle pas pour éviter les interférences sur sa vie. Les mêmes questions se posent au niveau de l'organisation globale du système de soins, en ce qui concerne la création d'une banque de données de santé. Ouvrir les guillemets. Le patient a le droit de savoir quelles données le concernant ont été consignées. Il a le droit d'exiger que ces données soient utilisées conformément au but dans lequel elles ont été fournies. Ces droits ne peuvent être exercés effectivement que si le patient peut avoir accès aux données. Fermez les guillemets. 3.7.3 Bénéfice de l'informatisation de la consultation médicale. Des publications à propos de l'informatisation des soignants et des dossiers médicaux se dégagent plusieurs tendances. Donc, des publications à propos de l'informatisation des soignants et des dossiers médicaux se dégagent plusieurs tendances, dont notamment un allongement de la durée des consultations, mais aussi un meilleur suivi du patient. L'utilisation de l'ordinateur au sein de la consultation entraînerait des bénéfices comme une précision quant à la quantité de données biomédicales, une diminution du risque d'erreur médicale, un partage de l'information médecin-patient, des pratiques cliniques basées sur l'evidence-based, c'est de l'anglais, une meilleure documentation scientifique et pragmatique, un allongement de la durée de consultation, bien que souvent transitoire, une augmentation du taux de vaccination, un meilleur contrôle de la tension artérielle, une augmentation du nombre de médicaments génériques prescrits par l'entremise de la prescription informatisée, la limitation des examens biologiques et d'imagerie médicale inutiles car déjà réalisés, et une diminution des dépenses par voie de conséquence. Grâce à l'utilité et à l'importance de l'outil informatique, voire de son caractère incontournable pour le médecin, et à l'accueil pour la gestion des rendez-vous, celui-ci est perçu comme une adaptation à l'ère du temps, un accès rapide à une information complète, une efficacité accrue de la prise en charge, un gain de temps dans la gestion des demandes de rendez-vous, un gain de temps dans la consultation du dossier médical par le médecin traitant, entre parenthèses journalier, antécédent, traitement en cours,
une accessibilité accrue et rapide aux résultats d'examens divers, entre parenthèses analyse, radio, scanner. Donc il ne doit plus fouiller dans des dossiers papier ou déchiffrer des écritures manuscrites. Donc le médecin n'a plus besoin de fouiller dans des dossiers papier ou déchiffrer des écritures manuscrites. Un gain de place et un archivage plus aisé. Une grande efficacité du suivi médical au niveau de la communication entre soignants. Un échec de la perte d'un dossier non informatisé transféré par la poste. Donc ça, c'était pour les bénéfices de l'informatisation de la consultation médicale. 3.7.4 Inconvénients de l'informatisation de la consultation médicale. A l'inverse, certains médecins qui ont recours aux données électroniques du patient lors des consultations se montrent plus critiques et leur vis-à-vis se sent dès lors moins écouté. En fait, les médecins qui passent le plus de temps à vérifier les données électroniques le font au détriment de la relation, de l'échange avec le patient, et tendent ainsi à créer un climat négatif, corrigeant l'historique médical ou la médication. Les patients ont le sentiment d'être écoutés moins attentivement. Les médecins vissés à leur ordinateur peuvent perdre une nuance émotionnelle du patient. Pour d'autres auteurs, l'utilisation de l'ordinateur amplifie les bonnes ou mauvaises compétences relationnelles du médecin. 3.7.5 Crainte quant à la qualité de la relation médecin-patient et à la confidentialité du dossier. Alors là, il y a une énumération. Donc, crainte quant à la qualité de la relation médecin-patient et à la confidentialité du dossier. Donc, augmentation du temps consacré à l'ordinateur versus patient. Augmentation des moments de silence. Perte de confidentialité. Risque de non-respect du secret médical et du secret médical partagé. Risque d'accessibilité aux résultats par des tiers non médecins. Diminution de l'interaction entre le patient et le thérapeute. Diminution de l'attention aux émotions et au contexte psychosocial du patient. Diminution de la convivialité. Danger dans la possible généralisation de l'informatisation du dossier médical. Danger de la diffusion des informations médicales personnelles sur le net. Danger d'étiquetage ou de labellisation à la lecture du dossier médical ou d'un diagnostic par un autre médecin. Danger de recherche non contrôlée sur Internet pouvant induire le patient en erreur et lui amener des informations qu'il ne sait pas gérer. Entre parenthèses, afin d'éviter toute forme d'anxiété, il s'agirait donc de privilégier le dialogue et de l'aider dans sa recherche. Ensuite, inquiétude quant à la perte des informations par manque de backup régulier. Risque d'incompatibilité entre les divers types de dossiers médicaux informatisés. Inquiétude par rapport au contenu du dossier. Risque de transmission de données confidentielles au monde du travail. Entre parenthèses, examen médical d'embauche, médecine du travail, médecine de contrôle médical, compagnie d'assurance, assurance revenu garantie, expertise médicale, contexte juridique, etc. Et enfin, inquiétude par rapport aux médias et au non-contrôle du devenir des données médicales informatisées. 3.7.6 La question de l'accès par le patient à son dossier médical informatisé. Pour David Simon, la perspective politiquement planifiée de l'accès immédiat et inconditionnel du patient à son dossier médical informatisé pose question. En effet, le patient qui, à partir de son ordinateur personnel, pourrait accéder à son dossier médical informatisé est susceptible de subir des pressions
pour ouvrir ce dossier à des tiers, animés d'intentions n'ayant rien de thérapeutique. Par exemple, de la part d'un parent, d'un conjoint, d'un partenaire sexuel, d'un assureur, d'un médecin conseil de l'employeur, du médecin du travail, du médecin contrôleur de l'employeur, du médecin de la sécurité sociale, du médecin de l'agence pour les handicapés, les assureurs privés, les employeurs, voire les fonctionnaires de police, etc. Même si le dossier médical informatisé dope la qualité des soins, et si sa finalité demeure exclusivement le partage des données entre médecins ou avec d'autres prestataires selon leurs compétences, dans le but de soigner le patient, il existe un risque d'exploitation du dossier médical partagé à d'autres fins. Dès lors, l'accès direct du patient pourrait, en aiguillonnant la défiance des médecins et en provoquant une sorte d'autocensure des éléments consignés au dossier, saper la plus-value qualitative des outils de partage électronique entre pairs. Le docteur David Simon plaide pour que le patient puisse consulter son dossier médical, mais uniquement en présence de son médecin de famille, gestionnaire de son dossier médical global. 3.7.7 Télémédecine ou consultation virtuelle en ligne, e-thérapie et réponse au courriel. Nous évoquons l'émergence de consultations en ligne via Skype ou FaceTime, par téléconférence ou par courriel. L'aspect virtuel de ces contacts et l'absence d'examen médical, de propédeutique, de vision globale, en ce y compris par l'examen physique corporel du patient, nous inquiètent vivement. Néanmoins, ces consultations médicales virtuelles par vidéoconférence nous paraissent indispensables dans certains contextes, comme dans les régions éloignées, Grand Nord canadien, Afrique, etc. En télémédecine pour la surveillance des astronautes, dans le cas de prisonniers incarcérés, pour les patients ne pouvant sortir de chez eux, pour la communication entre divers sites hospitaliers, ou dans d'autres situations exceptionnelles. Outre le manque d'examen physique du praticien, persistent les problématiques de remboursement par les assurances ou la sécurité sociale, de même que les préoccupations en matière de protection de la vie privée, de législation et de régulation. Ajoutons les questions déontologiques, éthiques, en matière de responsabilité professionnelle. En effet, donner l'opportunité au patient de communiquer par courriel à son médecin pourrait comporter certains risques. Le patient qui écrit au médecin envoie un message et s'imagine qu'il va être lu par son médecin. S'il ne reçoit pas de réponse rapide à cause du nombre d'emails, il peut s'inquiéter, s'angoisser ou fantasmer négativement quant à la qualité du lien ou de la relation thérapeutique. En fait, les praticiens n'ont pas le temps de consulter ni de traiter dans leurs emails, en plus du téléphone, de l'accueil, etc. Il s'agit donc de ne pas devenir esclave de cet outil informatique performant s'il est bien utilisé dans le cadre d'une relation thérapeutique humaine, empathique, chaleureuse, où la rigueur scientifique et l'examen clinique demeurent présents. Certains thérapeutes proposent de suivre une thérapie à distance, par téléphone, par courriel ou par logiciel de visioconférence à travers une webcam. Certains experts sont sceptiques, car ces thérapies à distance présentent un frein à la relation avec le patient. Ils ne peuvent observer ni leur réaction, ni leur mimique, éléments permettant de déterminer le diagnostic. Pour d'autres, elles permettent d'apporter davantage un soutien psychologique ponctuel que d'amorcer une véritable analyse psychothérapie. Les points positifs sont que le patient est dans son habitat naturel, là où il ressent ses souffrances et ses questionnements, qu'il n'est pas déconcentré par le trajet jusqu'au cabinet du thérapeute, qu'il n'a pas les appréhensions et parasitages qui ont le temps d'apparaître entre la survenue d'une pensée et le moment où il la ressasse.
Par ailleurs, il est plus facile pour certaines personnes de s'exprimer par ce biais. De plus, ces méthodes ont l'avantage de libérer quelques freins qui pourraient être vécus par le patient. Ainsi, les patients semblent mieux verbaliser leurs angoisses par téléphone ou dans le cadre de visioconférences qu'en cabinet. Nous proposons de rester ouverts à ces nouvelles technologies qui sont aussi un moyen de communication qu'emploient les nouvelles générations. 3.7.8 Recommandations de bonnes pratiques en matière de consultation médicale informatisée. Nous vous proposons ici quelques recommandations de bonnes pratiques en matière de consultation informatisée, en reprenant quelques règles glanées au fil des lectures et des années de pratique médicale informatisée, de manière à les expliciter à notre clientèle. Donc là, on a de nouveau une énumération. Alors, privilégier le colloque singulier entre le médecin et le patient. Apprendre à laisser parler son patient, à se positionner physiquement face à lui, à interpréter les signes non-verbaux d'anxiété ou encore à faire face à ses émotions. Poser des questions ouvertes au départ et vérifier qu'il a exprimé toutes ses demandes. Entre parenthèses, pour éviter le syndrome du bouton de porte. Parvenir à une compréhension partagée du problème et de la décision médicale prise en faisant du patient un acteur de la consultation à part entière. S'assurer de la coopération du patient permet au médecin d'être plus efficace. Augmenter l'implication du médecin contribue à améliorer la qualité et la sécurité des soins. Soigner l'agencement du bureau de consultation. Positionner l'écran de l'ordinateur entre le médecin et le patient. Placer l'écran sur le côté du bureau à orienter de sorte que le patient puisse le voir également s'il le souhaite. Favoriser une complicité au moment de la retranscription des données dans l'ordinateur, c'est-à-dire parler à voix haute au moment de l'encodage, continuer à regarder son patient, placer des temps de micro-pause et de contact avec l'interlocuteur, poursuivre l'écoute et le fil de la relation en cours. Regarder régulièrement et avec respect son patient dans les yeux, lui donner le temps de décrire ses symptômes sans l'interrompre, et puis encoder l'essentiel en le prévenant. Éviter de couper la parole à un malade qui relate ses symptômes pendant l'encodage ou en gardant les yeux sur son ordinateur. Entre parenthèses, car le praticien réduit l'efficacité de sa consultation. Quelque chose pourrait être dit à ce médecin à ce moment qui n'aurait peut-être pas été dit à un autre. La triangulation avec l'ordinateur peut ne pas être un obstacle si nous gardons l'humanité, la convivialité et si nous mettons des mots sur la présence de ce tiers, qu'est l'ordinateur, dans la relation. Le compromis entre le dossier médical informatisé et l'absolue nécessité de confidentialité peut se résoudre par la séparation nette entre les données administratives et le résumé clinique minimal, qui comprend les antécédents médicaux et chirurgicaux et les traitements du journalier. 2 points. Se donner la possibilité de notes et de réflexions plus personnelles qui peuvent demeurer consignées dans un dossier papier. Différencier et expliciter ce qui est écrit et ce qui ne l'est pas, comme ce qui n'est pas dit, mais qui est quand même présent. Donc ça, c'était pour les recommandations de bonnes pratiques en matière de consultation médicale informatisée. 3.7.9 Recommandations pour le bon usage du courrier électronique entre médecins et patients. Donc là, pareil, on va avoir une énumération. Donc la communication par courrier électronique avec les patients contribue à et nécessite de. Donc, gérer la quantité de courriel afin d'éviter les dérangements intempestifs. Faire préciser la nature de la question du patient dans le courrier électronique.
convenir avec les patients des types de sujets qui pourront être traités par courrier électronique. Entre parenthèses, pas de demande de rendez-vous, pas de renouvellement d'ordonnance, etc. Convenir des sujets qui ne devront pas être abordés, tout sujet urgent ou tout sujet sensible, l'annonce par le professionnel du diagnostic, etc. Donc tout ça, c'est pas abordé par courrier électronique. Préciser le délai de réponse par le professionnel. Accuser réception d'un courrier électronique pour les deux parties. Renforcer majoritairement la collaboration et la communication verbale. Établir une liste de sites web fiables, scientifiquement et pédagogiquement à consulter. Conseils pour diabétiques, pour les régimes, mode d'utilisation d'appareillage comme le glucomètre, premier secours, etc. Éviter de donner trop d'informations, entre parenthèses, au risque de créer de la confusion chez le patient. Sélectionner les informations par rapport au niveau de compréhension du patient. S'immerger dans l'informatique doit pouvoir se doubler d'une capacité de détachement par rapport à cette technologie. 3.8 L'écoute psychothérapeutique et l'écoute psychanalytique. 3.8.1 L'écoute psychanalytique. L'écoute inconsciente serait celle qui permettrait d'écouter ce qui ne se dit pas. Donc l'écoute inconsciente serait celle qui permettrait d'écouter ce qui ne se dit pas. Pour Marie-France Dispo, il existe en effet une écoute spécifique du psychanalyste, qui est l'expérience intérieure de l'analyste, basée plus sur l'être que sur l'avoir et le savoir. Cette écoute particulière se compose de l'attention flottante, du silence, de la régression, du couple passivité-réceptivité, de la mémoire de l'analyste, d'un fond de neutralité bienveillante et de la place de la théorie. Petit a, l'attention flottante. Pour Freud, l'attention flottante consiste pour l'analyste à s'abandonner lui-même dans un état d'attention en égal suspens à sa propre activité inconsciente, en évitant le plus possible la réflexion, en ne fixant rien de façon particulière dans sa mémoire pour capter l'inconscient du patient avec son propre inconscient. Il appellera cela tendre son oreille inconsciente ou écouter avec la troisième oreille. Un autre aspect de cette attention flottante sera de lier les données psychiques avec les composantes des données sensorielles. Petit b, le silence. Le silence, sans le regard, ouvre une toile de fond pour la pensée associative, ajoute Madame Dispo, et permet au travail contre-transférentiel de se déployer. Il s'agit bien entendu d'un silence plein, habité, et non d'un silence vide, qui irait du côté du rien, interrompant ainsi le flux des pensées et des émotions. À ce stade, nous nous permettons d'insister bien au contraire sur la présence du regard, indispensable chez les patients qui ont une problématique archaïque. L'absence du regard sera acceptée plus facilement par des patients névrotiques, capables d'élaborer une pensée, de fantasmer, de produire des images, d'imaginer des métaphores, etc. Nous aimons à rappeler Winnicott, qui souligne que la fonction primitive du visage de la mère est de refléter à l'enfant ses propres états d'âme, et donc de fonctionner comme une première forme de miroir. Il ajoute que dans les cas d'analyse de psychotiques ou de personnalité borderline à versant psychotique, l'analyste est dans la position de la mère d'un enfant à naître ou nouveau-né.
il y a une énorme différence entre les patients qui ont eu des expériences précoces satisfaisantes, que l'on peut découvrir déficientes, non, j'ai sauté une ligne, que l'on peut découvrir dans le transfert. Donc il y a une énorme différence entre les patients qui ont eu des expériences précoces satisfaisantes, que l'on peut découvrir dans le transfert, et ceux dont les expériences très précoces ont été si déficientes ou si distordues que l'analyste doit être le premier dans la vie du malade à lui fournir certains éléments d'environnement essentiels. Il ajoute: on peut espérer que la thérapie ne soit pas adaptée aux besoins du thérapeute plutôt qu'aux besoins du patient. Petit c, la régression. Dans l'optique psychanalytique classique, la régression du patient est favorisée par l'instauration du dispositif position divan-fauteuil, qui le met en contact avec le préconscient et l'inconscient, lui permet le passage vers les mondes primitifs de figuration et le ramène au temps de l'infantile. Nous verrons ci-après que la régression thérapeutique peut aider le patient sans être suscitée et mise en place comme dans le dispositif classique de la cure psychanalytique. Il y a lieu ici de faire la distinction avec la régression toxique liée à la pulsion de mort et qui conduit le patient vers des états suicidaires. Nous pensons que des états de régression peuvent aussi surgir dans un face-à-face, notamment dans les problématiques plus archaïques. Petit d. La position de passivité-réceptivité. La capacité de l'analyste de se laisser aller à être dans une position de passivité et de réceptivité va lui permettre d'accéder à un autre niveau, de se laisser faire par les processus inconscients, celui du patient et le sien, grâce au mouvement de projection et d'identification projective. Petit e. La théorie. La théorie pour l'analyste devra s'opérer en deux temps. Donc la théorie pour l'analyste devra s'opérer en deux temps, absente au moment de la séance et émerger dans l'après-coup de la séance. Petite f, la neutralité bienveillante. Nous explorerons plus loin cette notion de neutralité bienveillante et tenterons de la replacer avec d'autres postures thérapeutiques selon les contextes, le type de personnalité et le degré de capacité d'introspection du patient. Freud décrit la neutralité bienveillante comme une réceptivité faite de disponibilité et d'égalité d'humeur, sans découragement ou irritation, à la fois envers le patient et envers ses propres productions inconscientes, associée à la suspension de tout jugement. Voilà, donc ça c'était le point 3.8, l'écoute psychothérapeutique et l'écoute psychanalytique. Donc l'écoute psychanalytique avec petit a l'attention flottante, petit b le silence, petit c la régression, petit d la position de passivité-réceptivité, petit e la théorie, petit f la neutralité bienveillante. 3.8.2 L'écoute retenue. Madame Suzanne Innenwolf nous partage. Ouvrir les guillemets. Mes expériences en supervision me confrontent souvent aux phénomènes qui indiquent à quel point la tentation est grande de se laisser entraîner par le patient dans une situation qui ressemble trop à un entretien, et ce, par le simple fait que l'écoute retenue est vécue par l'analyste lui-même comme insuffisante. Aussi souhaite-t-il faire rapidement de nouvelles propositions sur la façon de voir les choses. En intervenant ainsi, le thérapeute fait obstacle à la pensée inconsciente du patient, puisqu'il ne lui laisse pas le temps nécessaire pour que les choses puissent émerger et se déployer. De fait, analysant et analyste
se retrouve alors dans une situation de résistance contre l'émergence de l'inconscient. Fermez les guillemets. Dans un article intitulé « Petite métapsychologie de l'écoute analytique », elle nous éclaire sur 5 aspects liés à l'écoute retenue, à sa fonction et ses effets. Petite 1. L'écoute retenue déclenche l'expression de chaînes d'idées, appelée l'association libre. Petit 2. L'écoute retenue renvoie le patient à des représentations latentes et à l'agir qui peut les accompagner. À ceci s'ajoute que le discours du patient ne s'adresse qu'en apparence au thérapeute. Une retenue quant aux interventions permet un effacement de l'analyste en tant que personne présente. C'est la condition pour l'émergence d'un espace virtuel au sein duquel une pensée créative et des fantasmes, notamment transférentiels, peuvent s'exprimer. Il s'agit de signifier au patient que l'analyste ne se considère pas comme le destinataire privilégié d'un message, mais qu'il est là pour permettre l'émergence éventuelle de mouvements transférentiels qui s'adressent inconsciemment aux objets primaires. Par contre, lorsque l'analyste intervient beaucoup, il se propose inévitablement comme objet réel et sort du mouvement transférentiel du patient. Petit 3. L'écoute retenue est inconsciemment équivalente à la fonction maternelle primaire. Dans le silence, on peut localiser le niveau de la relation préverbale et la fonction structurante, bienfaisante, qui y est liée. Ainsi, le cadre silencieux donne à la patiente, au cours des séances, l'occasion de faire l'expérience d'un environnement maternel non excitant, ni surtout surexcitant. En effet, la position de l'analyste est, entre autres, comparable à celle de la mère de la toute petite enfance. Il s'agit d'une position réceptive qui nécessite de la réserve, la capacité de rester silencieux, d'admettre la passivité, une position d'attente qu'on trouve aussi dans l'attention, également suspendue. Une telle réceptivité est le résultat d'une régression psychique qui rend l'analyste sensible au matériel inconscient du patient. Elle est aussi nécessaire pour pouvoir tolérer des séquences incompréhensibles, voire confuses, qu'il convient souvent dans un premier temps d'écouter telles quelles. Toutes ces positions correspondent à celles de la mère suffisamment bonne, décrite par Winnicott. L'écoute retenue favorise la capacité d'être seul en présence de la mère. Comme Winnicott nous le rappelle, la représentation de la mère primaire est liée à la capacité du patient de se penser seul en présence de l'autre. Le fondement de la capacité à être seul est donc paradoxal, puisque c'est l'expérience d'être seul en présence de quelqu'un d'autre, point. Alors celle-là, il faut que je la relise. Donc, comme Winnicott nous le rappelle, la représentation de la mère primaire est liée à la capacité du patient de se penser seul en présence de l'autre. Le fondement de la capacité à être seul est donc paradoxal, puisque c'est l'expérience d'être seul en présence de quelqu'un d'autre. Il le revivra et l'appréhendera en présence du silence de son psychothérapeute ou de son analyste. L'écoute retenue permet au patient un processus de subjectivation, c'est-à-dire d'établir un lien entre des événements vécus et la réalité psychique interne. Lorsqu'un patient pose une question explicite, ce dont il parle juste après répond presque systématiquement à la question. Pour Madame Wolf, on peut démontrer ceci à l'analysant et l'introduire de cette façon à son propre inconscient et surtout au fait que les réponses émergent de lui-même. Donc je reprends l'écoute retenue, donc les fonctions de l'écoute retenue.
Petit 1, l'écoute retenue déclenche l'expression de chaîne d'idées. Appelez l'association libre. Petit 2, l'écoute retenue renvoie le patient à des représentations latentes et à l'agir qui peut les accompagner. L'écoute retenue est inconsciemment équivalente, donc petit 3, l'écoute retenue est inconsciemment équivalente à la fonction maternelle primaire. Petit 4, l'écoute retenue favorise la capacité d'être seul en présence de la mère. Petit 5, l'écoute retenue permet au patient un processus de subjectivation, c'est-à-dire d'établir un lien entre des événements vécus et la réalité psychique interne. .8.3 L'écoute à travers l'état de régression selon Michael Balin. Michael. L'écoute à travers l'état de régression de Michael Balin. Michael Balin insiste aussi sur la nécessité de repérer et d'accepter des états de régression dans la prise en charge des patients. Ces observations cliniques l'amènent à se rendre compte qu'à un moment ou à un autre de la cure analytique, les patients cessent de vouloir coopérer. Cela peut se manifester sous la forme d'un refus de bouger, de changer, ou bien celle d'une incapacité apparemment complète d'accepter aucune circonstance extérieure défavorable ou de supporter le moindre accroissement de tension. Cette attitude des patients se rencontre également dans la clinique quotidienne du médecin. On pourrait s'y méprendre car le patient se met à éprouver les interprétations comme des signes d'hostilité et d'agressivité ou d'affection de la part du soignant. Il est plus conscient des humeurs de l'analyste que des siennes et se concentre sur les motifs qu'a ou qu'aurait eu l'analyste à dire ceci ou cela. Nous avons en médecine ce genre de patients, tout le temps préoccupés de ce que nous pensons et faisons, plutôt que d'être centrés sur le motif de leur consultation. Cela occupe une part importante de leur libido, qu'ils ne mettent plus au service de leur propre analyse. Ils ne semblent plus vouloir guérir. Seul compte le présent analytique. Il ne s'agit pas, dit Michael Balin, d'une exacerbation de la névrose de transfert. Les échecs thérapeutiques font poser les diagnostics de personnalités gravement perturbées, de profondes blessures narcissiques, de personnalités schizoïdes ou paranoïdes, de moi faibles ou immatures, etc. Cela indique que la racine de la maladie plonge au-delà du complexe d'Œdipe. Les forces qui opèrent à ce niveau dit fondamental créent de l'assuétude et de l'avidité vis-à-vis de l'analyste, du médecin, de l'alcool, des drogues. Pour mettre en évidence la nature de la différence entre les problèmes techniques qui proviennent de la zone œdipienne et ceux issus de la zone du défaut fondamental, il faut réexaminer le phénomène de la régression sous un autre angle. Les approches psychothérapeutiques et psychanalytiques habituelles concernent presque uniquement des structures psychiques et des processus qui appartiennent au niveau œdipien et, dira Balin, la technique analytique dite classique, indubitablement la mieux fondée de toutes les techniques analytiques, porte presque exclusivement sur des problèmes dont la structure dynamique est activée par un ou plusieurs conflits et qui peuvent être exprimés sans trop de peine dans le langage conventionnel, c'est-à-dire sur des problèmes qui appartiennent à la zone œdipienne. Bon, je vais essayer de la refaire plus lentement. Donc, pour mettre en évidence la nature de la différence entre les problèmes techniques qui proviennent de la zone œdipienne et ceux issus de la zone du défaut fondamental, il faut réexaminer le phénomène de la régression sous un autre angle. Les approches psychothérapeutiques et psychanalytiques habituelles
concerne presque uniquement des structures psychiques et des processus qui appartiennent au niveau oedipien. Et, dira Michael Balin, la technique analytique dite classique, indubitablement la mieux fondée de toutes les techniques analytiques, porte presque exclusivement sur des problèmes dont la structure dynamique est activée par un ou plusieurs conflits et qui peuvent être exprimés sans trop de peine dans le langage conventionnel, c'est-à-dire sur des problèmes qui appartiennent à la zone oedipienne. Michael Balin propose d'ouvrir la psychanalyse aux aspects non-verbaux de la communication, car pour lui, la parole est toujours une forme plus adulte de communication que l'action ou le geste. Et il propose d'accepter, d'autoriser avec bienveillance et de satisfaire certaines tendances régressives ou des acting out, par exemple des manifestations non verbales de la souffrance de l'enfant, comme une sorte de soupape de sécurité. Il met en garde contre le danger de considérer que ces manifestations ne sont qu'une exacerbation de la névrose de transfert et de l'envahissement du transfert par les fantasmes paranoïdes ou persécuteurs du patient. Le patient a, dit-il, toutes sortes de fantasmes au sujet de son analyste ou de son médecin. Mais en général, ceux-ci sont en rapport avec le monde intérieur du patient plus qu'avec la vie réelle et la personnalité de l'analyste ou du médecin. Voilà, donc je vais arrêter là. Donc ici se termine le point 3 du chapitre 4 qui s'intitulait donc le point 3 écouter en médecine et en psychothérapie. Et je vais faire un fichier audio nouveau pour le point 4 qui s'intitule maintenir la relation de soins. Donc pour le point 4, maintenir la relation de soins, il faut passer au fichier audio suivant. Donc fin de la lecture du point 3 du chapitre 4 qui, pour rappel, s'intitule Création, consolidation et fin d'une relation de soins et thérapeutique.